Bonjour et bienvenue à tous pour être au rendez-vous, pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont tels sont les titres. Une cérémonie dédiée à la jeunesse, cérémonie officielle de remise des prix des initiatives phares du portefeuille jeunesse. Dans l'actualité internationale, au Kenya, plus de 330 000 personnes menacées après 3 ans de pluie ratée. C'était les titres. Place au développement de ce journal. L'Arabie Saoudite réaffirme son soutien à l'unité et à l'intégralité du territoire somalien. En effet, cette position a été exprimée lors d'une réunion du Conseil des ministres saoudiens présidée par le gardien des 2 lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Saoud. À cette occasion, le royaume a clairement affirmé sa position catégorique de toute tentative visant à établir des institutions ou des administrations parallèles en contradiction avec l'unité de l'État somalien et menaçant son intégrité territoriale. Le Conseil a souligné le rejet par l'Arabie Saoudite de toute forme de division et d'actions compromettant la souveraineté, l'unité nationale, l'indépendance politique de la Somalie, réaffirmant sa position de principe en faveur de son statut internationalement reconnu en tant qu'État unifié. On reste toujours en Somalie où les délégations fédérales arrivent à Las Anod pour un événement majeur. La ville de Las Anod, située dans le nord-est de la Somalie, continue d'accueillir des délégations de haut rang en provenance du gouvernement fédéral somalien. La ville se prépare à abriter la cérémonie officielle d'investiture des responsables élus chargés de diriger la nouvelle région du nord-est du pays. Plusieurs membres du gouvernement fédéral, des députés ainsi que des hauts responsables nationaux sont arrivés dans la ville pour participer à cet événement. Cette importance revêt un caractère particulier dans un contexte marqué par la reconnaissance controversée et considérée comme illégale accordée par Israël à l'administration exerçant son autorité sur les régions du nord-ouest de la Somalie. Retour à Djibouti, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en partenariat avec le gouvernement djiboutien, en particulier le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère délégué à l'économie numérique a organisé ce matin la cérémonie officielle de prix des certificats des initiatives phares du portefeuille jeunesse. Un événement majeur dédié à la promotion de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du leadership des jeunes qui s'est tenu à l'hôtel Kempinski. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawale, de Dr Hibo Moumen Assaoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que du secrétaire général du ministère délégué à l'économie numérique. Ont également pris part à cet événement le directeur général de la BCIMR, le coordinateur du système des Nations Unies, le représentant adjoint du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que de nombreux représentants des institutions publiques, des partenaires techniques financiers, des acteurs du secteur privé, des bénéficiaires des différents programmes. La cérémonie a été marquée par la mise en lumière des résultats obtenus dans le cadre des différents programmes du portefeuille jeunesse, notamment le concours d'innovation qui a permis de révéler des projets novateurs portés par les jeunes talents. La clôture de cet événement a été consacrée à la remise officielle de prix de certificats aux lauréats. Organisé par le PNUD, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien de voir des jeunes avoir envie d'entreprendre et défendre leurs idées. Ça nous oblige, car la jeune génération pousse les plus anciens à être toujours plus performants, figurez-vous. Ça fait monter le niveau général de compétitivité et d'engagement, et donc ça ne peut être que bon pour Djibouti. Je vais oser une comparaison, Madame la Ministre. La jeunesse, c'est comme les livres. C'est ce que nous avons de plus précieux ici comme ailleurs. La responsabilité de la société, c'est de lui ouvrir les portes pour qu'elle sente qu'elle doit porter la société de demain entre ses bras et qu'elle peut écrire l'histoire de Djibouti de demain.
Œuvrer pour le bien-être des jeunes, c'est fondamental et cette initiative est une excellente chose aussi de ce point de vue-là. L'entrepreneuriat à Djibouti est un sujet qui concerne la BCIMR. Autre intervention, celle du secrétaire général délégué chargé de l'économie numérique, suivi de représentants adjoints du PNUD qui ont affirmé leur engagement à soutenir les initiatives visant à accompagner la jeunesse dans la réalisation de projets innovants et durables. L'immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet événement qui célèbre le talent, la créativité, l'audace de la jeunesse djiboutienne. Une jeunesse engagée et résolument tournée vers l'avenir de notre pays. Je tiens à saluer la solidité du partenariat stratégique entre le ministère et le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que l'ensemble de nos partenaires publics et privés. Ce partenariat démontre qu'en unissant nos forces, nous sommes capables de transformer une vision nationale en actions concrètes et en opportunités réelles pour les jeunes. Chers jeunes, vous êtes aujourd'hui bien plus que les bénéficiaires de ces programmes. Vous êtes les acteurs principaux, vous êtes la force motrice de l'innovation, de la transformation numérique et de la création de valeurs. Investir dans la jeunesse, c'est faire le choix stratégique de la souveraineté économique, sociale et technologique. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui place le capital humain dans la digitalisation et l'innovation au cœur de la stratégie nationale du développement. Je suis très heureux de prendre la parole ce matin avec vous pour cet événement, et notamment d'être dans un lieu rempli d'enthousiasme, d'énergie et beaucoup de talent. Ce qui nous rassemble aujourd'hui pour cette cérémonie de remise des prix et des certificats, c'est la reconnaissance de l'engagement, du leadership et de l'innovation des jeunes djiboutiens. Comme l'a mentionné Mouna précédemment, quand nous avons lancé le concours d'innovation, en quelques semaines, nous avons reçu plus de 500 applications. C'est un chiffre qui, pour être honnête, nous a même surpris, mais nous a rassurés en même temps, puisque ça nous donne aussi la certitude de l'enthousiasme, de l'engagement et des talents de la jeunesse djiboutienne. Et ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'une dynamique collective portée par le gouvernement, le PNUD et tous ses partenaires, avec un objectif qui est de placer la jeunesse au cœur du développement national. Et quant à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, elle a souligné que ces initiatives constituent un levier essentiel pour stimuler l'emploi, encourager l'innovation et renforcer le leadership de la jeunesse, pilier fondamental du développement durable. Et c'est avec beaucoup de plaisir, bien sûr, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la jeunesse, à l'innovation et à l'excellence. Votre présence nombreuse et collective témoigne de l'importance que nous accordons tous à la jeunesse djiboutienne qui constitue les cœurs du présent et de l'avenir de la République de Djibouti. Elle est cette force vive, porteuse d'idées nouvelles, d'innovation et de transformation. C'est pourquoi son bien-être, son autonomisation et son engagement citoyen sont au centre de priorités nationales. Conformément à la vision éclairée de son Excellence, le Président de la République, le gouvernement de Djibouti a fait de l'investissement dans la jeunesse un levier stratégique du développement durable, de la cohésion sociale et de la richesse nationale. C'est dans cet esprit que s'inscrit la politique nationale de la jeunesse et de la culture 2023-2027, véritable cadre de référence de notre action publique en faveur de jeunes. Cette politique ambitieuse, portée par le ministère en charge de la jeunesse et élaborée avec l'appui des partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, vise à créer un environnement propice à l'innovation, à la créativité, à l'employabilité et à la participation citoyenne des jeunes. Dans ces dynamiques, je tiens à saluer les travaux remarquables, vraiment et exemplaires, accomplis par le PNUD, en étroite collaboration avec le gouvernement de la République de Djibouti, qui a œuvré et qui œuvre toujours à la mise en place de cette nouvelle approche appelée portefeuille jeunesse. À travers ce portefeuille, plusieurs initiatives structurantes sont déployées
afin de promouvoir l'engagement civique, de renforcer l'employabilité, de stimuler l'innovation et de développer les leaderships technologiques de jeunes. Parmi ces initiatives, permettez-moi de mettre en lumière la plateforme nationale de volontariat qui nous tient particulièrement à cœur, un outil stratégique majeur qui vise à structurer, valoriser et encourager l'engagement volontaire de jeunes Djiboutiens. Cette plateforme offre aux jeunes l'opportunité de contribuer activement au développement de leur pays, tout en renforçant leurs compétences, leur sens civique et leur insertion socio-professionnelle. Et elle sera opérationnelle incessamment sous peu pour enregistrer les candidatures de jeunes. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a également pris la parole à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. Je voulais aujourd'hui ici parler directement peut-être à cette jeunesse. Jeunesse djiboutienne, on sait que nous avons des défis. Nous ne sommes pas un cas particulier ici à Djibouti. On a à peu près 800 millions de jeunes africains qui sont en quête d'une meilleure vie, qui sont en quête d'emplois décents, qui sont en quête d'un meilleur bien-être. Et les Djiboutiens font partie également de cela. Mais nous, on a la chance parce que, au-delà de la solidarité que représente l'esprit de solidarité que représente l'action gouvernementale et présidentielle, c'est-à-dire de notre leadership, nous avons une autre dimension culturelle très forte, de l'entraide. On s'accompagne, on est ensemble, on vit entre nous et on ne laisse personne tomber dans nos quartiers, dans les maisons, dans les familles, etc. C'est le défi du chômage. Mais en même temps, on sait que Djibouti a de belles perspectives. Notre taille et les opportunités, ou en tout cas, nous pensons qu'il y a énormément d'opportunités à Djibouti, énormément d'opportunités. Et nous savons qu'il y a un bassin essentiel pour libérer ces énergies et ces opportunités. C'est vous, c'est la jeunesse. En vous entendant, en entendant d'autres, en lisant quelques idées, quelques réflexions de beaucoup de jeunes de Djiboutiens, on voit qu'il y a quelque chose en mouvement. Comment on peut mieux travailler ensemble? Les défis que nous avons, c'est bien sûr d'offrir des opportunités, des métiers, de compétences. On a démocratisé l'éducation nationale depuis l'accession du président Ismaël Omar Guelleh. Moi, je dis que notre système, il est juste, il est égalitaire, il est solidaire, surtout quand il s'agit. Dans le reste de l'actualité, nous allons en Arabie Saoudite où le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu à Riyad pour prendre part aux travaux de la 5e édition du Forum sur les minéraux du futur, placé cette année sous le thème L'aube d'une cause mondiale, les minéraux au service d'une nouvelle ère de développement, organisé par le ministère saoudien de l'Industrie des ressources minérales sous le haut patronage du serviteur des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz. Eh bien, les discussions ont particulièrement porté sur la résilience des chaînes d'approvisionnement minéraux, la durabilité des technologies innovantes, le développement de partenariats stratégiques entre gouvernements, investisseurs, industries pour construire des chaînes de valeur minérales et responsables.
Retour à Djibouti où en ce 14 janvier 2026, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi numéro 209 de l'année 2025, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice de l'année 2023. La séance présidée par l'honorable Sharmake Moussa Aré, président de la commission, s'est tenue en présence de Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accompagné de ses principaux responsables. À l'issue des discussions, la commission a émis un avis favorable pour la validation des comptes financiers et transmis pour adoption à la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. On reste toujours à l'Assemblée nationale où la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a poursuivi l'examen du projet de loi numéro 200 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, pour l'exercice de l'année 2024. La séance présidée par l'honorable Sharmake Moussa, président de la commission, s'est tenue en présence de M. Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, ainsi que des dirigeants de l'INAP. À l'issue des discussions, la commission a émis un avis favorable pour la validation des comptes financiers et transmis pour adoption à la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Un atelier sous-régional consacré à la gestion de bases de données environnementales qui s'est tenu mardi et s'est poursuivi aujourd'hui. Et ce, à l'initiative du ministère de l'Environnement en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, PERSGA. Les travaux entamés hier se sont achevés aujourd'hui. La rencontre présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdallah, en présence de l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie à Djibouti, du conseiller technique du ministre Aden Hassan, ainsi que de représentants de la PERSGA. Cet atelier vise à renforcer la coopération sous-régionale, à favoriser l'échange d'expériences dans le domaine de la protection, de la gestion durable et de l'environnement marin. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre cet extrait du secrétaire général au ministère de l'Environnement. Le Djibouti possède 372 km de côte où se trouvent d'importants écosystèmes naturels comme les mangroves, les baies, les récifs coralliens, les zones humides, les sites ornithologiques et les systèmes d'eau douce. En termes de biodiversité, la République de Djibouti, malgré sa taille modeste, fait partie d'une des régions les plus remarquables, mais aussi les plus fragiles en Afrique. Cette biodiversité marine est sujette à plusieurs facteurs de dégradation et fait face à plusieurs menaces telles que les déchets, la surexploitation de la pêche, l'ensemblement, la disparition des mangroves, la disparition des espèces et le développement de l'urbanisation rapide. Conscient de cette dégradation avancée, le ministère de l'Environnement a mis en place un arsenal juridique militant en faveur de la protection de notre biodiversité marine, ainsi que la contribution à l'amélioration des conditions de vie de population qui utilisent cet environnement marin. Mesdames et messieurs, cet atelier revêt une importance toute particulière car il s'inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer les politiques de conservation de l'environnement marin et à promouvoir une gestion durable, intégrée et concertée de nos ressources naturelles. Et à l'issue de cet atelier, nous avons recueilli pour vous cette réaction d'un participant. L'atelier a permis d'échanger en termes de bonnes pratiques et de leçons apprises sur la gestion, sur la mise en place de bonnes pratiques, sur la mise en place de cette plateforme. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour la région parce que la mise en place de cette plateforme va permettre d'échanger et de diffuser en fait de manière rapide des échanges d'informations concernant sur les données environnementales. Et donc de cette façon, cette plateforme permettrait au niveau de la région de mieux anticiper et de mieux protéger les ressources environnementales, que ce soit surtout la biodiversité marine et côtière, mais aussi
Cette plateforme permettra aussi par la même occasion la diffusion de certains phénomènes marins, que ce soit les pollutions, que ce soit, comment dirais-je, les changements météorologiques. Donc c'est une plateforme d'échange participative qui permettra entre les différents pays de la mer Rouge et du golfe d'Aden, dont Djibouti et la Somalie font partie, d'échanger les expériences, d'échanger les informations de base de la biodiversité marine et côtière. Et donc moi je dis que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Donc j'encourage les différents pays de Persiga de pouvoir uniformiser et d'opérationnaliser cette plateforme au niveau de toute la région. Santé, cette fois où l'hôpital régional de Tadjoura a dépêché une caravane médicale à Bouya. Et ce, suite à une alerte émanant des autorités locales faisant état de plusieurs cas de fièvre touchant aussi bien les enfants que les adultes. Répondant à cet appel, l'hôpital a dépêché sur le terrain une équipe composée d'un médecin, de 2 infirmiers, d'un épidémiologiste et d'un agent vaccinateur muni de l'ensemble des traitements et intrants médicaux nécessaires à une prise en charge immédiate. Les consultations et investigations réalisées ont permis d'établir que les cas recensés étaient liés à des fièvres saisonnières sans caractère épidémique ni signe de gravité. La situation ne présente aucun motif d'inquiétude pour les patients qui ont bénéficié de soins appropriés sur place. À cette occasion, le directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Dumbio, a tenu à rassurer la population, saluant la réactivité des équipes sanitaires, soulignant l'importance de ces sorties médicales dans le soulagement des populations vivant dans des zones éloignées, souvent dépourvues de structures de santé de proximité. Il a rappelé que cette action s'inscrit pleinement dans la politique nationale de rapprochement des soins de santé de base au plus près des citoyens. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. Je vous le disais en titre, la sécheresse au Kenya a fait plus de 330 000 personnes qui sont menacées après 3 saisons de pluie ratées. Le gouvernement kényan a placé le comté de Mandera au niveau d'alarme, déclarant officiellement l'état d'urgence face à la sécheresse. Dans cette région majoritairement rurale, la population dépend presque entièrement de la terre, de l'élevage pour survivre. Or, l'absence prolongée de pluie a détruit les pâturages, les cultures, plongeant les familles entières dans une précarité extrême. Les autorités locales, les organisations humanitaires alertent sur une détérioration rapide des conditions de vie menacées par la malnutrition, l'insécurité alimentaire et risque accru de déplacement forcé de ces populations rurales. Nous allons à Gaza où bien l'hiver n'est plus une simple saison, mais une preuve quotidienne qui accentue une crise humanitaire déjà dramatique. La tempête hivernale répétée, les températures glaciales mettent en péril des milliers de Palestiniens déplacés. Selon des journalistes sur place, les restrictions persistantes sur l'acheminement de l'aide humanitaire ont fortement limité la capacité des organisations à répondre aux besoins urgents. Ainsi, l'hiver s'impose comme un facteur supplémentaire de souffrance pour la population de Gaza. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.